Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, la même heure à Conakry en Guinée. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Face à la multiplication des violences basées sur le genre, les coordonnateurs des chefs de quartier de Bamako sont appelés au renfort. L'initiative est du ministère en charge de la promotion de la femme, dont le but est de stopper l'hémorragie. En Guinée, Moussa Dadis Camara s'est évadé de prison ce matin après des tirs nourris ayant éclaté dans les quartiers de Kaloum. L'ancien président de la transition guinéenne est activement recherché par les autorités guinéennes. Qui casse paye, ce n'est pas une simple affirmation, mais une loi adoptée en 2006 qui protège le patrimoine routier national, selon laquelle, en cas de dégâts sur la voie publique, l'auteur doit réparer. Mais qu'en est-il réellement? La réponse dans cette édition. La chronique Culture et Société lève le voile sur les légitimités traditionnelles. Elles seront célébrées le 11 novembre prochain à l'occasion de la journée nationale qui leur est dédiée. Sport, la Côte d'Ivoire accueille demain la Ligue des champions féminines de la CAF. Au même moment, les aigles du Mali des moins de 17 ans poursuivent leur préparation en Arabie Saoudite en vue du mondial prévu en Indonésie. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Direction d'abord Koulouba, où le vérificateur général a remis hier son rapport 2022 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le document retrace les dysfonctionnements constatés au sein de l'administration publique. En recevant le rapport, le chef de l'État a salué la qualité du travail du bureau du vérificateur général avant d'insister sur la bonne gestion des ressources publiques. Nous l'écoutons au micro de Sira Bachili. La gestion des ressources publiques est prioritaire pour une nation qui veut construire son avenir. Elle requiert de ce fait une grande responsabilité sur le plan à la fois normatif et éthique. C'est pourquoi la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière font partie des priorités des autorités de la transition. C'est également la raison pour laquelle je souhaite que toutes les actions de la transition aient comme fil conducteur la rigueur dans la gestion et la moralisation des comportements. La diversité des interventions du bureau du vérificateur général offre ainsi une boîte à outils pour le gouvernement pour apprécier notamment la régularité et la sincérité des opérations de dépenses, la conformité des actes posés et relativement à l'application rigoureuse de la réglementation. Les résultats de ces différentes missions contribueront à renforcer les réformes engagées pour la refondation de l'État. J'invite par conséquent le gouvernement à veiller à la mise en œuvre des recommandations catalyseurs de certains des changements à induire dans notre administration. En plus du suivi de la judiciarisation des dossiers, le gouvernement accordera une attention particulière à l'application des sanctions administratives et disciplinaires. J'ai retenu avec une attention toute particulière la nécessité de mettre en place un système de contrôle de qualité des médicaments, aliments, boissons et eau, de prendre des mesures appropriées en vue d'une gestion adéquate des stocks de réactifs périmés, de faire adopter la politique nationale du volontariat et des textes y afférents et de favoriser sa mise en œuvre, de conforter les actions de sécurité alimentaire afin d'améliorer la résilience des populations vulnérables. S'agissant des politiques publiques évaluées et tenant compte du développement des technologies de l'information et de la communication, des choix stratégiques de planification, de mise en œuvre et de suivi de nos politiques publiques s'imposent. Sur la scène internationale, d'abord en Guinée, des hommes armés ont pris d'assaut ce matin la prison centrale de Conakry et ont libéré l'ancien président de la transition, Moussa Dadis Camara. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice qui a annoncé dans la foulée la fermeture des frontières. L'annonce du ministre de la Justice, Charles Alphonse Wright, est intervenue plusieurs heures après que des tirs nourris
ont éclaté dans les quartiers de Kalouma. Parmi les autres personnes qui se sont échappées figurent Claude Pivi, Blair Goumou et Moussa Tcheboro Kamara. Ce dernier a été repris et est déjà de retour à la maison centrale d'arrêt de Conakry, selon le ministre Charles-Alphonse Ouraït. Au Sénégal, 15 personnes ont été interpellées après qu'un corps sans vie d'une personne soupçonnée d'être homosexuelle a été exhumé et brûlé le 28 octobre dernier à Kaolack, à l'est de Dakar. Arrêtées pour différents faits, elles ont été déférées hier devant le parquet avant d'être ramenées au commissariat. Les chefs d'État des pays membres de la communauté d'Afrique australe se réunissent ce samedi en Angola, un sommet pour évoquer notamment la situation à l'est de la RDC. Au menu des discussions, la mise en place de la force militaire de la région attendue dans la zone pour lutter contre la rébellion du M23. Cette force doit remplacer les soldats de la communauté est-africaine dont le mandat expire le 8 décembre prochain. Au Tchad, l'opposant Succès Masra est arrivé hier à N'Djamena. Le patron du parti Les Transformateurs a été accueilli par les ministres de la Réconciliation nationale et de la Communication. Il avait quitté le pays au lendemain de la répression sanglante des manifestations du 20 octobre 2022. Un mandat d'arrêt international avait été émis en son encontre. Son retour a été permis par la signature d'un accord avec le gouvernement à l'issue d'une médiation à Kinshasa le 31 octobre dernier. Enfin, au Népal, au moins 130 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées dans un tremblement de terre qui a secoué une région reculée de l'ouest du pays. C'est ce qu'ont rapporté des responsables locaux. Des dizaines de maisons de briques et de terre se sont écroulées. Des immeubles en béton ont été éventrés par les fortes secousses. L'épicentre du premier séisme de 5,6 sur l'échelle de Richter se situait près de la ville de Ndjoumla, à 300 km de la capitale. Le premier ministre Pushpa Kamal est arrivé dans la zone ce samedi matin pour exprimer son soutien aux victimes. Retour au Mali. Face à la recrudescence des violences basées sur le genre, le ministre en charge de la promotion de la femme mobilise les coordonnateurs des chefs de quartier de Bamako. Il s'agit pour les deux parties de mettre en place un cadre de collaboration pour renforcer l'éducation de base et promouvoir les bonnes mœurs. Le compte-rendu est signé Awa Adama Koulibaly. Mœurs dépravées, délinquance juvénile, violences conjugales de plus en plus récurrentes. Ce sont là des scènes dramatiques auxquelles nous assistons. Préoccupé, le département en charge de la promotion de la famille réagit. Il décide d'impliquer les légitimités traditionnelles dans cette lutte identitaire. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Actuellement, dans nos localités, dans nos communautés, il y a beaucoup d'actes de violence, de délinquance qui se produisent. Et ils sont la cellule de base, quelque part, il nous a semblé opportun de les rapprocher, d'échanger avec eux pour qu'ils puissent nous accompagner dans tout ce qu'il y a comme action, comme initiative de sensibilisation. Les légitimités, gardiennes des valeurs, se réjouissent de cette coopération. Elles ont rassuré le département à intensifier les actions pour l'atteinte des objectifs. Seydou Sangaré, coordinateur des chefs de quartier de la commune 6. Avec Madame le ministre, nous avons parlé de beaucoup de choses qui ont trait à la sauvegarde même de nos us et coutumes par rapport à nos relations hommes et femmes démunis et tout ce qui s'ensuit. Nous allons accroître nos efforts pour que dorénavant tout ce qui est pour un problème concernant le genre soit éradiqué. Cette initiative ne se limitera pas seulement à la ville de Bamako. Elle s'étendra à toutes les communes du Mali pour un vivre ensemble harmonieux. Au même moment, se poursuit au Palais de la Culture la 4e édition des Journées textiles. Au deuxième jour de l'activité, la labellisation du Bogolan était en débat. Ce processus, une fois abouti, permettra au Mali de tirer suffisamment de profit de ce tissu. On en sait plus avec Mariam Koulibaly. Les autorités maliennes travaillent actuellement sur une procédure afin de labelliser la fabrication du Bogolan et faire reconnaître ce savoir-faire du Mali. Pour sa contribution à la procédure de labellisation, la commission d'organisation des journées textiles du Mali, Mali-Finou, a animé une conférence pour échanger sur les enjeux et les perspectives de cette labellisation. Cheikh Oumar Sangaré, président de la commission d'organisation. Nous avons choisi le thème de cette édition pour encourager le gouvernement dans sa démarche de labellisation du Bogolan. Maintenant, quand le gouvernement labellise, les artisans doivent jouer pleinement leur rôle
dans cette labellisation. Donc pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information, aux artisans de comprendre ce qui se passe en termes de labellisation, mais de comprendre au-delà du Bogolan qu'il faut labelliser les choses, on a initié cette conférence. Suleiman Gouro, président du groupement Bogodambé. Aux États-Unis, le Bogolan coûte moins cher. Le pain qui coûte 5 000 francs ici coûte 3 000 francs à New York. C'est fait parce qu'il y a de mauvaises qualités. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre le Bogolan honorable, respectable, que ce soit dans le contexte international d'une fabrication réellement digne de soi. La labellisation d'un produit a ses exigences. Il convient donc de connaître les enjeux et les perspectives pour répondre à ces exigences. El Mokhtar Kountababa, chargé de labellisation au Centre malien pour la promotion de la propriété intellectuelle. C'est juste savoir l'élaboration des cahiers de charges, l'identification des signes d'abord qui seraient apposés sur le produit et le groupement, la mise en place du groupement qui va porter le dossier. Et tout a été fait, non? Il reste que le dépôt maintenant pour que la lettre, la demande soit transmise au niveau du siège à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour son enregistrement. Ousmane Koulibaly, directeur du Centre du développement de l'artisanat textile. Le Bogolan est beaucoup plus côtoyé aujourd'hui. Partout dans le monde, les gens se réclament la paternité du Bogolan. Ça, c'est un enjeu très très fort. Donc, et aussi, nous avons commencé à comprendre que ce même Bogolan est utilisé dans des films. Aujourd'hui, au niveau de l'Occident, au niveau des États-Unis, et aussi ce Bogolan est en train d'être utilisé dans les grandes maisons de textile. Vu tous ces enjeux, il est quand même très nécessaire d'aller vers la labellisation de ce Bogolan. Une minute de silence a été observée en la mémoire de ceux qui ont porté le secteur du Bogolan avant ce jour et qui ne sont plus avec nous, comme Kandjoura Koulibaly et Chris Sedou. Vous avez dû rectifier, c'était plutôt Daouda Kone qui signait ce reportage au lieu de Mariam Koulibaly. Qui casse paye. Cette mesure est-elle une réalité sur la voie publique? La réponse est certainement non. Chaque fois que le patrimoine routier est endommagé, c'est l'État qui se charge de la réparation. Pourtant, la loi de 2006 est très claire. En cas de dégâts sur la voie publique, l'auteur doit réparer. Pour savoir plus sur cette disposition réglementaire, Fousseni Tounkara est allé à la rencontre du directeur général adjoint des routes. C'est le dossier de cette édition. Suivez. La cellule des travaux routiers d'urgence du ministère des Transports en intervention sur le premier pont. Elle est activée nuitamment pour réparer un dégât majeur suite à un accident causé par un véhicule de transport en commun. Le conducteur a cassé une partie du garde-fou de l'aile gauche du pont en quittant la ville. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à de tels cas d'accident, causant ainsi des dommages au patrimoine routier national. Dans la plupart des cas, pour la réparation de ces dégâts, c'est l'État qui est pointé du doigt à travers le ministère des Transports et des Infrastructures. Ce que beaucoup ignorent, quand un usager commet de tels actes, il lui revient de réparer les dégâts. Cette mesure est une disposition de la loi relative à la protection de la voie publique prise en 2006. Abdul Bakou Abdourahman, directeur général adjoint des routes. En fait, c'est une loi qui donne l'objectif vraiment de préserver et de supporter le patrimoine routier de l'État et des collectivités territoriales. Et un décret a été pris en novembre 2021. Il s'appelle décret d'application de la loi relative à la voie publique. Tout acte qui cause dommage à la voie publique crée obligatoirement une réparation de la part de son notaire ou bien de son responsable. Là, c'est la toutefois de la loi qui dit ça. L'application de cette loi relative à la protection de la voie publique est l'une des prérogatives de la Direction générale des routes. Elle fait le travail de concert avec d'autres structures étatiques. Abdul Bakou Abdourahman, directeur général adjoint des routes. Lorsque une tierce personne cause un dégât à la voie publique, nous envoyons directement nos agents sur le terrain pour aller faire l'évaluation de ces dégâts-là, notamment la direction générale des crises de Moko et puis aussi la situation du contentieux de la réputation qui a été créée effectivement dans le cadre de la DGR pour veiller à appliquer cette loi sur le terrain. Donc il faut que l'évaluation est faite avec le procès verbal de constat de la police. C'est ce dossier-là que nous on met ensemble parce que l'évaluation est faite par les agents assermentés. C'est l'ensemble de ces documents-là qui est vraiment envoyé aux assureurs des véhicules qui ont causé le dégât. Maintenant, même si le véhicule n'est pas assuré, la loi prévoit que le véhicule n'est pas assuré, normalement, un juge peut ordonner d'immobiliser vraiment le véhicule en attendant qu'on puisse réparer vraiment le dégât.
Cette mission de protection des voies publiques est exécutée à hauteur de souhait depuis la prise du décret d'application en 2021 de la loi relative à la protection des voies publiques. Abdul Bakou Abdourahmane, directeur général adjoint des routes. Depuis octobre 2022 à maintenant, octobre 2023, on a pu recenser 19 sinistres sur lesquels il y a 14 qui ont été prises en charge pour un montant de 15 millions. Et ce que nous on a perçu en termes de paiement aujourd'hui, c'est 1,2 million qui correspond à 4 sinistres. Mais il y a 5 sinistres dont les procédures sont encore à court. Donc vraiment aujourd'hui, la loi, le décret est en train de s'appliquer effectivement sur le terrain. Il est important de savoir que l'État consent d'énormes efforts et injecte des sommes colossales pour la réalisation des infrastructures routières. Donc la préservation de ce patrimoine routier national est un acte de citoyenneté. Sport football, la Côte d'Ivoire accueille à partir de demain dimanche la Ligue des champions féminines de la CAF. Et puis l'équipe nationale des moins de 17 ans continue sa préparation en Arabie Saoudite en vue du mondial 2023 en Indonésie. Elle a reçu la visite de l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Durti. En préparation en Arabie Saoudite en vue du mondial 2023 en Indonésie, l'équipe nationale des moins de 17 ans a reçu la visite de l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Aboubakar Goro Diallo était venu exprimer aux jeunes le soutien de toute la nation malienne. Nous avons saisi l'occasion pour leur renouveler les encouragements de toute la nation. Nous, en tant que représentants du Mali ici, leur dire que toute la nation compte sur eux. Je leur ai dit qu'ils sont eux aussi des ambassadeurs du Mali dans la mesure où quand vous allez représenter un pays, vous allez défendre ce pays, vous accomplissez la mission d'un ambassadeur. Nous leur avons souhaité bonne chance. Très réceptif, les jeunes ont pris bonne note du message qui leur a été livré. La délégation se réjouit naturellement de ce soutien et de l'attention qu'on lui accorde. Mamadou Sidibé, conseiller technique au ministère des Sports. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être accueillis d'abord par le consul du Mali à Jeddah depuis l'arrivée de l'équipe. Ensuite, c'est son excellence lui-même qui se déplace de Riyad pour venir nous rendre visite et voir les conditions dans lesquelles nous sommes. Ça, c'est une fierté et ça fait plaisir pour toute la délégation. Le mondial des moins de 17 ans 2023, c'est du 10 novembre au 2 décembre en Indonésie. Le Mali est dans le groupe B avec l'Espagne, l'Ouzbékistan et le Canada. Ligue féminine des champions de la CAF. Le tournoi démarre ce dimanche en Côte d'Ivoire. Les villes de Korogo et San Pedro reçoivent les matchs. 8 clubs participent à la compétition. Le champion du pays hôte, le champion en titre et les 6 clubs vainqueurs des tournois qualificatifs organisés par zone. Ces 8 équipes sont réparties en 2 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour la demi-finale. Le représentant de la zone Ouest A, l'AS Mandin du Mali, est logé dans le groupe B en compagnie de l'AS Phare du Maroc, tenante du titre, mais aussi Ampem Darkwa du Ghana et Hurricanes de la Guinée équatoriale. C'est le stade Amadou Gon Coulibaly qui abritera le match d'ouverture entre Atlético Club d'Abidjan et Sporting Club de Casablanca, 2 clubs qui sont à leur première participation dans la compétition. L'AS Mandin fera sa première sortie ce lundi 6 novembre, ce sera contre Hurricanes. Le Maroc accueillera 9 matchs pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Cette décision a été prise en application des accords de partenariat et de coopération que la Fédération royale marocaine de football entretient avec plusieurs associations de football sur le continent qui ne disposent pas de stade homologué par la CAF et la FIFA, leur permettant de jouer sur leur terre, comme la Guinée et le Burkina Faso. L'Éthiopie et le Niger accueilleront ainsi 2 matchs en royaume chérifien ce mois-ci. Ce sera aussi le cas de Burkina Faso une fois en tant que pays hôte, l'autre en tant que visiteur, et de l'Ouganda 2 fois comme visiteur. Ligue africaine de football pour terminer. Le Wydad Casablanca et Mamelodi Sundowns croiseront le fer pour la suprématie continentale. La manche allée se joue ce dimanche 5 novembre au Maroc. Chronique culture et société. Le Mali célèbre le 11 novembre prochain la journée nationale des légitimités traditionnelles. Ces légitimités jouent un rôle clé dans le renforcement et le maintien de la cohésion sociale ainsi que de la stabilité. En prélude à l'événement, focus sur ces chefs traditionnels, véritables régulateurs de notre société. C'est le sujet de la chronique culture et société de ce samedi, signé Alpha Maïga. Au Mali, comme partout en Afrique, le chef traditionnel en général se présente comme une autorité, une personnalité. Personne choisie par les notables, la famille régnante ou la population locale. Il peut aussi être désigné par l'administration à la tête d'une unité territoriale de commandement appelée chefferie traditionnelle. Salia Malé, sociologue. C'est une question fondamentale pour notre société aujourd'hui.
La question de la légitimité traditionnelle rime entre objectivité, tradition et charisme, qui ont un rôle assez important dans nos sociétés. Une des pratiques, c'est de faire en sorte que la communauté du village, que la communauté villageoise se sente bien. Et cela passe par des sacrifices. Moulay Koulibaly, directeur national du patrimoine culturel. Compte tenu du rôle et de la place de ces légitimités traditionnelles dans la vie de la communauté, dans la vie de la nation, que le président de la tradition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a consacré le 11 novembre de chaque année, journée nationale des légitimités traditionnelles. Cette journée vise à valoriser les fonctions des légitimités traditionnelles. De nos jours, avec le nouveau contexte des constitutions au Mali et en Afrique, la plupart des contrées ont redonné aux chefs traditionnels une part incontournable dans la vie institutionnelle. Il s'agit de leur redonner leur lettre de noblesse à travers la construction d'une identité. Moulay Koulibaly, directeur national du patrimoine culturel. Les légitimités traditionnelles ou les institutions traditionnelles sont les dépositaires et les détenteurs des pratiques et traditions culturelles, dont les manifestations permettent surtout de cristalliser l'importance du passé et du présent. Une véritable arme séculaire de prévention et de gestion des conflits inter- et intracommunautaires. Salia Malé, sociologue. La tradition, c'est quelque chose qui est très forte et qui est pleine donc de croyances. Et la croyance exerce sur l'individu, sur la communauté, une autorité qui donne également à la légitimité son autorité. Une autorité qui se fonde sur la culture africaine, essentiellement basée sur la tradition orale. Aussi, ces chefs traditionnels incarnent des valeurs sociétales qui font d'eux des repères, toutes choses qui leur permettent d'imposer et d'instaurer une forme de culture propre à nos terroirs. Moulay Koulibaly, directeur national du patrimoine culturel. De maintenir les identités culturelles, de raffermir les liens socio-culturels et de favoriser l'intégration des différentes communautés. Salia Malé, sociologue. Les légitimités doivent s'assumer, essayer de comprendre le rôle de recherche de cohésion sociale, de vivre ensemble, de savoir écouter et de savoir prendre les bonnes décisions. Dans les cas de conflit entre le droit moderne et le droit traditionnel ou coutumier, il se pose le problème de la cohabitation des deux légitimités. La résolution de tels conflits ne saurait exclure ces légitimités non reconnues par la justice. Et c'est bien cette justice moderne qui s'appuie généralement sur ces légitimités traditionnelles dont certains émargent même dans les cours d'assises et certains tribunaux en tant qu'assesseurs. Avant de boucler cette édition, nous revenons sur l'information principale du jour. En Guinée, des hommes armés ont pris d'assaut ce matin la prison centrale de Conakry et ont réussi à libérer l'ancien président de la transition, Moussa Dadis Camara. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice qui a annoncé dans la foulée la fermeture des frontières. L'annonce du ministre de la Justice, Charles-Alphonse Wright, est intervenue plusieurs heures après que des tirs nourris ont éclaté dans les quartiers de Kaloum. Parmi les autres personnes qui se sont échappées figurent Claude Pivi, Blaise Goumou et Moussa Tcheboro Kamara. Ce dernier a été repris et est déjà de retour à la maison centrale d'arrêt de Conakry, selon le ministre Charles-Alphonse Wright. À 13h23 à Conseguela, dans la région de Koutchala, s'achève cette édition que vous pouvez trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Abdul Aziz Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Il y avait aux manettes Alimata Ouattara, c'était au micro Bourama Traoré. Retrouvez tout à l'heure Youssouf Traoré pour la synthèse de l'actualité dans nos régions, suivi de la lecture des avis et communiqués avec Astan Tangara. Merci de rester à notre compagnie et passez d'excellents moments de radio.